À tous, ici c'est Patrick Loisel pour le projet Alien Shore version 2.0. Alors oui, je vais faire un léger compte-rendu de ce que j'avais fait, mais en pas mal plus court. Également développer un petit peu sur certaines théories du complot. Ben, premièrement, le projet Alien Shore, là-dedans, je décris la possibilité que durant l'ère glaciaire, au moins la dernière, de grandes surfaces de la Terre aient été habitables par ce qu'on pourrait dire des grandes civilisations et que le dégel après la fin de la déglaciation elle-même, aurait fait disparaître ces civilisations-là. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'en trouve aucune trace. S'ils sont soit au fond de la mer, soit dans d'autres endroits inaccessibles où tu veux simplement pas aller. Aussi, également, c'est que si les civilisations sont aussi raffinées que les théories du complot le laissent entendre, ben, il ne resterait pas qu'en trace, parce qu'imaginez que si on devait s'éteindre demain, dans 10 000 ans, il resterait quoi de notre civilisation? Des pierres tombales? Un pilier de pont? Le béton va se désagréger et laissez faire vos livres et vos ordinateurs. Dans quelques centaines d'années, ça va être méconnaissable. Donc, ici, je vais vous décrire comment les Alien Shores sont devenus assez Devoured Land. Alors, justement, pourquoi je définis ça comme une théorie du complot, c'est que la croyance dans une civilisation préhistorique, ben, elle enchaîne d'autres croyances. Comme par exemple, il y a des gens qui croient qu'après la déglaciation, ces civilisations-là ne seraient pas complètement disparues, se seraient juste cachées quelque part sur Terre, auraient poursuivi leur évolution, et seraient devenues ce qu'on appelle aujourd'hui ben, la plupart des ovnis, des extraterrestres, whatever. Ensuite, ça entraîne une autre croyance, moi c'est l'enchaînement que je fais, selon laquelle ben, ces gens-là seraient les maîtres du monde et c'est eux pour qui on serait le bétail, simian cattle, ou simplement la colonie. Et si vous savez comment une colonie fonctionne, ben, vous avez le gouverneur qui s'assure que la colonie fonctionne pour le bien de ceux qui ont colonisé et non pas le bien de ceux qui vivent là. Donc, vous comprenez. Et bien sûr, dans une colonie, vous avez souvent ce qu'on appelle l'esclave de maison qui va vouloir dominer les autres esclaves, mais il va également essayer de imiter le mode de vie et les valeurs de ses maîtres. Donc, moi, dans mon livre à moi, c'est ça qui expliquerait toutes les espèces d'événements sordides qu'on décrit dans les hautes sphères de la société, tout simplement, et je n'élaborerai pas plus là-dessus. Donc, qu'est-ce que vous comprenez maintenant? Avant de prouver quoi que ce soit, parce que beaucoup de gens spéculent, on va commencer par voir si c'est géologiquement possible que des grandes civilisations aient existé il y a 20 000 ans dans le passé et plus. Alors, premièrement, on va devoir faire comme la planète et mettre ce chapeau. Donc, on remonte à 100-110 000 ans avant Jésus-Christ environ. Il y a ce qu'on appelle la dernière glaciation du Quaternaire. Et le pôle Nord est pas mal stable autour de cet endroit-là. Je vais m'ajuster un petit peu. Voilà. Donc, ici, à peu près, je vous le montre, c'est à peu près au sud-est du Groenland il s'est promené autour de ça. Et pour ne pas avoir à tenir le globe, j'ai mis ce superbe rouleau de duct tape ici. Donc, pendant ce temps-là, il a été très stable et le seul élément sur mon globe terrestre et dans mon discours qui ne colle pas avec la science officielle, c'est que moi, je pense que l'obliquité annuelle de la Terre était bien moindre que le 21% de minimum que la science nous dit. Moi, ça aurait pu être 0 ou 10, là, parce que là, on a autour de 24 quelque chose qui fait qu'on a des saisons. Alors, vous comprenez, le soleil est à droite. Donc, cette face-là, c'est l'été, l'autre face en bas, c'est l'hiver. Ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. S'il n'y a pas d'obliquité, bon, ben, il n'y a pas d'été dans toutes ces zones-là. C'est ce qui expliquerait pour moi une calotte glaciaire qui serait dramatiquement plus grande. Parce que là, ça, c'est la calotte glaciaire d'aujourd'hui qui repose entièrement sur la mer. Elle n'appuie pas sur la plaque tectonique parce qu'elle flotte. Alors que la calotte glaciaire d'il y a 20 000 ans et plus occupait tout ça. Et maintenant, on remet le pôle Nord de l'époque en haut. Ça donne une calotte glaciaire beaucoup plus grande que celle qu'on connaît maintenant et qui va couvrir, si vous vous rappelez votre histoire, le nord-ouest de l'Europe et le nord-est de l'Amérique du Nord. Je m'excuse. Hein. À un moment donné, je vais refaire ça avec tout du gros high-tech, là, si je suis riche et célèbre un jour. Donc, qu'est-ce que ça fait? Bien, premièrement, la calotte elle-même, et n'oubliez pas qu'il y a la même sur l'hémisphère sud également, elle va monopoliser une grosse partie de l'eau des océans. Ce qui fait que juste avec la calotte, on a à peu près une baisse que la science admet, environ autour de 140 mètres de la profondeur des océans. Ça expose énormément de fronts marins et juste avec ça, on aurait en masse de place pour installer une coupe de civilisation. Ensuite, étant donné le fait que cette calotte majeure mesure entre 2 et 5 km, mais là, il y en a deux parties qui appuient sur la terre ferme, appuient directement sur la plaque tectonique. Et premièrement, la baisse isostatique à ces extrémités-là provoque un rebond isostatique
de la zone charnière des deux plaques tectoniques ici. Et je vous laisse deviner c'est quoi. On va l'amener un petit peu plus à sa place, c'est à peu près ça. Donc, entre les Açores et les Caraïbes, il y a eu de grands expanses, je ne sais pas lesquels, mais d'endroits qui sont à la surface de la planète. Ça fait la même chose dans l'hémisphère sud. Ensuite, à peu près il y a 20 000 ans, selon les auteurs, le pôle Nord s'est déplacé dans le sud de la baie d'Hudson. C'est à peu près la position où le Québec se trouve en hiver. Donc, mais ça pendant 10-20 000 ans. Donc, autrement dit, la calotte a glissé vers l'ouest un peu, partiellement, mais sans vraiment descendre, sans vraiment aller au nord. Ça a créé des changements. Ceux qui ont tout lu sur la Lémurie, l'Atlantide, Mu, whatever, j'ai pas vu grand auteur dire que ça a tout calé d'une shot là, on-off. Il y a eu, 50 000 ans de stabilité, une catastrophe, une autre catastrophe 2000 ans plus tard. À un moment donné, quand il y a à peu près 12 000 à 8 000 ans, le pôle Nord a atteint sa position actuelle, ben là, et ça l'a rapetissé, eh bien, le rebond isostatique de cette section-là ici a provoqué l'abaissement de cette section-là. Et donc, voilà. Donc, le rebond isostatique, la déglaciation, est ce qui a provoqué l'engloutissement, les déluges et tous les épisodes de destruction que vous avez vus dans différentes légendes que je n'énumérerai pas. Le même phénomène s'est produit sur l'hémisphère sud. Alors, qu'est-ce que ça fait? Baisse des océans, les plaques tectoniques qui pivotent latéralement comme des charnières, un peu comme un bateau quand vous tombez à l'eau. Ça l'a mis au-dessus de la surface ou habitable tous les espaces que j'ai peints en rouge. Donc, si on s'en va dans l'hémisphère sud, je vais le mettre à l'endroit quand même, ici on dit que ça fait 30 millions d'années que c'est séparé, mais on voit clairement une chaîne de montagnes sur les cartes bathymétriques, et selon le rebond isostatique dont j'ai parlé, elles auraient été émergées. Et étant donné que la calotte de l'Antarctique était déplacé plus en direction de l'Inde. Le climat était beaucoup moins froid ici. Et un autre facteur qui fait que le climat était moins froid, c'est qu'il faut comprendre que la raison pour laquelle l'Antarctique actuel est extrêmement froid, c'est qu'il y a un courant qui s'appelle le courant circumpolaire, je le prononce toujours tout croche. Ce courant-là fait le tour de l'Antarctique à la vitesse que la planète tourne et empêche toute eau chaude des autres mers d'atteindre l'Antarctique. Donc, c'est la raison pour laquelle l'Antarctique est beaucoup plus froid que l'Arctique. Mais, ça, on a une langue de terre ici. Ce courant-là n'existe pas et des eaux chaudes d'ici peuvent simplement être amenées jusqu'à cette position-là. On aurait un climat à peu près équivalent à celui de la Scandinavie. Donc, nous avons cette zone-là qui pourrait être habitable. Il y avait aussi cette zone-là ici, parce que beaucoup de gens disent que Machu Picchu, Tiwanaku et compagnie, ce sont des ports de mer. Alors, qu'est-ce qui arrive maintenant? On a bien sûr toute la région des Caraïbes jusqu'aux îles Canaries, mais je pense que c'était pas ininterrompu, là. On a une grosse zone en Sibérie qui était parfaitement tempérée et habitable. C'était pas le frigo qui est maintenant. Vous voyez, j'ai fait la ligne des glaciations. Et c'est les endroits où on trouve pas mal d'affaires bizarroïdes. Bien sûr, vous avez tout le tour du Japon. Vous savez que les Philippinos sont arrivés chez eux à pied sec. Cette zone-là. Et bien sûr, la Béringie. Ça, vous l'avez appris à l'école. C'est par ça que les ancêtres des Amérindiens actuels sont arrivés en Amérique du Nord. Maintenant, durant toute la période de la glaciation, il y a eu une zone libre en Alaska. Ça, c'est le genre de choses. Là, je vais vous amener sur le un peu moins scientifique, parce que tout ce que j'ai dessiné là, c'est vraiment de la grosse science bien bâtard, là, 1 plus 1 égale 2 égale MC2, H2O, tu sais, là. Maintenant, qu'est-ce qui fait que je trouve plausible qu'il puisse avoir eu de quoi de bizarre? C'est que si vous regardez absolument tous les phénomènes inexpliqués, beaucoup d'observations d'OVNI, ou le triangle des Bermudes, ou si vous allez voir la mer du Diable au sud du Japon, tous ces phénomènes-là qui ont lieu au-dessus d'un océan ont lieu au-dessus d'une ancienne Terre, littéralement. Ensuite, maintenant, il y a un autre phénomène dont je vais vous parler brièvement, c'est le recoupement. Le recoupement des informations, c'est que tout simplement... Donc, juste pour vous dire, moi j'avais lu quelque part qu'il y avait eu, tout le long des Andes, en Amérique du Sud, on va le mettre à l'écran, une alluvion qui suivrait le flanc de la montagne. On aurait trouvé comment on appelle ça, des fossiles d'animaux marins et même des épaves de bateaux. Donc, il y a des gens qui croient que Machu Picchu, Tiwanaku puis Pumapunku, c'était des ports de mer et que ces villes-là ont été bâties alors qu'elles étaient au niveau de la mer. Alors, ça aurait élevé jusqu'à 2400 mètres. Donc, vous comprenez, l'effet charnière des plaques tectoniques, à l'échelle d'un globe terrestre, c'est microscopique, mais à l'échelle de la planète, c'est des kilomètres. Vous comprenez.
Maintenant, au niveau des conspirations elles-mêmes, là, on tombe des ovnis. Moi, qu'est-ce qui fait que j'ai vu ça, c'est de voir des informations d'un grand nombre de sources différentes qui ne sont pas reliées. Malheureusement, à l'époque d'Internet, tout le monde peut copier un site à un autre site. Alors, j'aime ça avoir beaucoup d'informations qui ne viennent pas de l'Internet actuel ou qui se recoupent vraiment de sources disparates. Je vous donne un exemple. Dans les années 90, j'avais pas mal laissé tomber les conspirations. J'étais à l'université, j'étudiais pour être prof, la vie sérieuse et tout. Et ensuite, qu'est-ce qui arrive? En 98, je connecte avec Internet et je fais une petite recherche pour voir si mes topics de début d'adolescence existaient encore. Je me disais, si c'est un canular, c'est là que je vais le savoir. J'ai tapé, juste pour le fun, base extraterrestre sur Terre, Alien Base on Earth. Devinez qu'est-ce qui est arrivé. Il y a un gars qui en a mis toutes les places que je vous ai montrées, mais également Sibérie, Alaska, la zone à la frontière de l'Alaska et du Yukon, lui il envoie une là. J'ai fait comme, oh, son pocheux il est bon, alright. Un autre événement un peu plus tard, je tombe sur un rapport de la GRC et il y avait une liste des plaintes au Canada et je voyais qu'il y avait une rubrique observation d'OVNI. Ah, ça n'existe plus, j'ai cherché, je ne la trouve pas. Je m'en vais voir sur ce site de la GRC. Le plus grand nombre d'observations d'OVNI était à la frontière du Yukon et de l'Alaska en 1993. J'habite avec des Autochtones au début des années 2000. Il y en a qui voyageaient là, qui me parlent qu'il y avait bien des ovnis là en 1993. Donc, j'ai une autre source. Également, je lis une histoire d'un pourvoyeur qui a payé un voyage de pêche assez big pour aller là. Et qu'est-ce qui arrive? Il a vu des caractères sur une plaine qui ressemblent énormément à ceux de l'Alaska. Les dessins de l'Alaska, le visible seulement du ciel, à la frontière de l'Alaska et du Yukon. Et le gars a dit qu'un F-18 est venu le chasser. Inutile de dire que le site a disparu, mais c'est un pourvoyeur de pêche. Le gars, il n'essayait pas de me convaincre qu'il y a des ovnis sur Terre. Lui, il ne comprenait rien, fuck all de ça. C'est quand on n'essaie pas de vous convaincre que c'est plausible. Une autre chose qui me dit que quelque chose est plausible, plus on met d'énergie pour essayer de l'enterrer. Tu sais, veut dire, tu vas avoir deux théories complètement farfelues. Il y en a une qu'on laisse passer, mais l'autre, on fait tout pour bûcher dessus. Tiens donc, la théorie selon laquelle d'anciennes civilisations cohabiteraient avec nous sur Terre et se cacheraient sous Terre est une des plus ridiculisées. On a mis un beau décoil qui s'appelle Richard Glenn là-dessus. Et pour compléter avec l'Alaska, il n'y a pas si longtemps, l'Alaska mystérieuse a fait l'objet d'une émission perdue en Alaska, une couple d'émissions pas pires. Alors vous voyez pourquoi c'est un petit peu dur après ça de dire non, c'est faux. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On attend, puis on voit s'il n'y a pas d'autres évidences. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre temps. Bonne journée.